Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Il est 13h, regardons ensemble ce qu'il faut retenir à la mi-journée. À la une, le premier décès en Europe lié au coronavirus, et c'est en France. La victime, un touriste chinois de 80 ans. Il était soigné à l'hôpital Bichat à Paris depuis le 25 janvier dernier. On verra avec Jules Longchamp ce que le ministère de la Santé envisage pour la suite. La République en marche en ordre de bataille. Il faut trouver un candidat pour remplacer Benjamin Griveaux à un mois du premier tour des municipales. Quelles sont les options envisagées? On sera avec Anne Bourse en direct du siège du parti présidentiel. Du monde sur les routes en ce week-end de chassés-croisés, des débrayages dans les stations de ski, les saisonniers des remontées mécaniques en grève pour dénoncer les nouvelles règles de calcul de l'assurance chômage. La musique à l'honneur dans ce journal. On reviendra ensemble sur les temps forts de la 35e édition des Victoires. C'était hier soir sur France 2, un événement qui a consacré Philippe Catherine, Clara Luciani ou encore le grand Alain Souchon. Et enfin, on reviendra sur les troublantes coïncidences à 30 ans d'intervalle entre deux affaires, celle du meurtre de Sophie Le Tan et celle de la disparition de Françoise Aumann. Toutes deux ont en commun d'avoir sonné à l'appartement de Jean-Marc Reiser. Le coronavirus a fait sa première victime hors Asie et ce décès est intervenu en France. C'est une annonce de la ministre de la Santé en milieu de matinée. La victime, un touriste chinois âgé de 80 ans, était soigné à l'hôpital Bichat à Paris depuis le 25 janvier dernier. Les précisions, Margot Subra-Gomez et Jules Longchamp. C'est ici, à l'hôpital Bichat à Paris, que le patient chinois de 80 ans est décédé. Informée hier soir, la ministre de la Santé Agnès Buzyn l'annonce ce matin. Il était depuis plusieurs jours dans un état critique, pris en charge en réanimation. Je souhaite adresser mes sincères condoléances à la famille et aux proches de ce patient. Il s'agit là du premier décès par le coronavirus en dehors de l'Asie, donc le premier décès en Europe. Originaire de la province du Hubei en Chine, l'homme était arrivé en France le 23 janvier dernier. Il était alors le 4e cas de coronavirus sur le sol français et avait tardé à être diagnostiqué. Sa fille de 50 ans, également infectée, est toujours hospitalisée, mais son état n'inspire pas d'inquiétude, tout comme celui de 5 autres patients. 4 personnes, elles, sont désormais guéries. Un patient est sorti de l'hôpital à Bordeaux jeudi, mais restera sous étroite surveillance selon ses médecins. Nous allons le revoir sur une échéance de quelques semaines pour une nouvelle évaluation en face à face d'ordre clinique et radiologique, et peut-être aussi une prise de sang. Un suivi qui durera encore plusieurs semaines. À des milliers de kilomètres de la France, au Japon, le touriste français de 80 ans contaminé à bord de ce bateau de croisière est toujours hospitalisé. La ministre de la Santé annonce ce matin être sans nouvelles précises de son état. Et on retrouve en direct du ministère de la Santé Jules Longchamp. Bonjour. À l'occasion de cette annonce, Agnès Buzyn a également fait part de la mise en place d'un plan spécifique sur le territoire français. En quoi cela va-t-il consister selon vos informations ? Oui, de nouvelles mesures pourraient être déclenchées car le risque pandémique est toujours là et il pourrait même monter d'un cran car depuis plusieurs jours, Agnès Buzyn a rappelé qu'elle se préparait à l'arrivée sur le sol français de nouvelles personnes contaminées par le coronavirus. Un cas de figure très sérieusement envisagé par la ministre de la Santé car le nombre de cas en Asie du Sud-Est ne cesse de grimper. Pour faire donc face au risque pandémique, Agnès Buzyn a décidé de réunir mardi les professionnels de santé avec probablement plusieurs objectifs. Organiser les cellules de détection et de soins en cas de multiplication des malades sur le sol français, mais aussi tenter d'accélérer la recherche d'un traitement car on sait déjà qu'un remède a fonctionné à Bordeaux cette semaine. Vous venez de le voir dans ce reportage, un antiviral très prometteur mais qui doit encore faire ses preuves sur d'autres personnes contaminées par le virus. Merci à vous Jules pour ces précisions. Autre titre de l'actualité, les grandes manœuvres au sein de la République en marche pour trouver un successeur à Benjamin Griveaux après son retrait de la bataille des municipales. Ce matin, le parti présidentiel se réunissait pour trouver une issue à cette crise. Avant d'évoquer les potentielles têtes de liste avec Anne Bourse, comment réagissent les militants à ce qui fait figure de séisme politique? On voit ça avec Thierry Curté. Non. Le jour d'après, l'accueil est contrasté ce matin pour les militants en marche sur ce marché C'est intelligent, monsieur. du 15e arrondissement de Paris. Pourquoi vous rigolez, monsieur? Non, rien. Ah là là.
Dites-moi. Le nom de Benjamin Griveaux est toujours sur les tracts distribués. Je dis pas un tract pour Benjamin Griveaux, évidemment. C'est pas ce qui apparaît c'est pas ce qui est le plus frappant. C'est Catherine Hiblet. Voilà. C'est pas compliqué à distribuer comme ça? Non, c'est pas compliqué, non. Mais ce qui s'est passé hier, ça me donnerait plutôt envie de voter pour lui, dans la mesure où je trouve qu'il a été attaqué de façon lamentable. Mais tous ne partagent pas cet avis. Le maire de Paris aurait pu céder à un abject chantage s'il avait été élu. Donc c'est la réponse. Avant de venir sur le marché, les militants s'étaient retrouvés à la permanence. Ils ont évoqué l'affaire. La candidate veut tourner la page le plus vite possible. Il y a un avant, un après. Après, dans une campagne, il se passe un tas de choses. Nous, on est toujours dans le même état d'esprit. La tête de liste du 9e arrondissement, Delphine Burkli, continue, elle aussi, sa campagne. C'est quand même inédit qu'un candidat, 4 semaines avant le premier tour, soit obligé d'abandonner la campagne. Mais les militants, eux, accusent le coup. On est triste parce que, évidemment, on soutenait la candidature de Benjamin Griveaux. En plus, ça s'est fait dans des conditions qui sont quand même inacceptables, dans des conditions de violence incroyables. Le premier tour des élections municipales est dans 4 semaines désormais. Il tente d'y croire encore. Et dans un souci d'équilibre politique, vous voyez apparaître le nom des candidats en lice dans le 9e et le 15e arrondissement à Paris. Anne Bourse, je me tourne vers vous pour en savoir plus sur les éventuels remplaçants de Benjamin Griveaux à un mois du premier tour des municipales. On devrait connaître son nom en début de semaine. Quelles sont les options envisagées à La République En Marche ? Si on fait la fiche de poste pour trouver le ou la candidate idéale, eh bien, il faut quelqu'un qui a suffisamment de notoriété, qui a l'expérience du terrain, qui peut rassembler et qui accepte de prendre les coups. Autant dire que pour l'instant, la solution n'est pas encore trouvée et plusieurs lignes s'affrontent. Il y a ceux qui sont favorables à une candidature d'un ou d'une ministre avec le nom d'Agnès Buzyn, mais ils sont de plus en plus nombreux à vouloir une solution interne à La République En Marche avec les candidatures, par exemple, des députés Mounir Majoubi ou Sylvain Maillard ou le sénateur Julien Bargeton. Et puis enfin, il y a ceux qui sont toujours favorables à un rapprochement avec Cédric Villani. Toutes les options continuent à être sur la table, mais les choses pourraient quand même s'accélérer en fin de journée puisqu'un bureau exécutif extraordinaire est prévu ici à 17h. Merci à vous, Anne, en direct du siège de La République En Marche. Rien ne va plus chez Renault. Pour la première fois depuis 10 ans, le constructeur automobile perd de l'argent. 141 millions d'euros en 2019, alors que l'année précédente, 3 milliards de bénéfices s'étaient engrangés. Un plan d'économie sera dévoilé dans les prochains mois et la direction n'exclut pas la fermeture d'usines. Sophie Lançon, Marius Gatou et David Sigal. C'est une petite phrase qui fait trembler l'entreprise Renault. Est-ce qu'il est exclu de fermer des usines en France ? Alors, nous n'avons aucun tabou et nous n'excluons rien. Je pense qu'étant donné la situation du marché mondial actuel... Pour la première fois en 10 ans, le groupe est dans le rouge. 141 millions d'euros de pertes l'an dernier. Des ventes qui reculent de 3,4%. Sur les 12 sites de production Renault en France, certains ont déjà vu leur activité ralentir ou des lignes de montage supprimées. Flins par exemple ou encore Douai. En cause, les modèles fabriqués s'y vendent mal. C'est globalement tout le marché mondial de l'automobile qui est en baisse. Renault prévoit déjà un plan d'économie de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans. La CGT dénonce un chantage à l'emploi et critique la stratégie de délocalisation du groupe. Nous avons des usines à l'étranger qui sont super chargées, à plus de 130%. Et nous avons en France des usines qui tournent à moins de 50%, qui tournent de façon extrêmement difficile. Et la CGT Renault demande un rééquilibrage. Après l'affaire Carlos Ghosn, l'année à venir s'annonce encore plus difficile pour Renault. Le groupe doit désormais respecter les normes d'émissions de CO2 imposées par l'Europe, sous peine, comme ses concurrents, de payer de lourdes amendes en 2021.
Ce week-end est aussi marqué par la deuxième vague des départs en vacances. Le chassé-croisé entre les zones B et C. Et il y a du monde sur la route. Soyez prudents si vous prenez le chemin des stations de ski. Buisson-Futé, voie rouge aujourd'hui dans le sens des départs et orange pour les retours. À ces difficultés s'ajoutent des perturbations pour accéder aux pistes. 2 syndicats du secteur des remontées mécaniques ont appelé à la grève. En cause, les nouvelles règles de l'assurance chômage pour les contrats saisonniers. Le point, Julien Bigard. Mobilisation en altitude et en musique contre la réforme de l'assurance chômage dans les stations françaises. Au Tourmalet, des dizaines de saisonniers distribuent des tracts. Ouverture des pistes retardées pour les vacanciers. Aujourd'hui, il y a un mouvement social. Donc, je peux vous laisser les informations. Aujourd'hui, la station n'ouvre pas avant 10h. Voilà. Si ça les met vraiment en difficulté, oui, je comprends leur mouvement, oui, tout à fait. C'est pas grave si vous faites 2 jours du coup. Oh, bah, ça va, on va survivre. Hein, on est là en vacances, c'est bon, ça va aller. Pour les saisonniers, perturber les vacances, le meilleur moyen de se faire entendre. Ah, oui. On est énormément à faire grève pour que le message passe, puisque il n'y a pas que nous, il n'y a pas que ici au Tourmalet, il y a vraiment sur les autres stations et c'est important. Car selon les syndicats, les saisonniers sont mobilisés dans une quarantaine de stations à travers toute la France. En grève contre les nouvelles règles d'indemnisation de Pôle emploi qui les pénalisent. Il fallait 4 mois d'activité pour toucher le chômage. Désormais, c'est 6 mois. Alors à la Gourette dans les Pyrénées, où la saison d'hiver est plus courte, la réforme a du mal à passer. Dans les Pyrénées, actuellement, ce n'est pas possible de faire une saison de 6 mois pour 80% des saisonniers. Donc ça va impacter directement tout le monde des saisonniers. Stations de ski, les stations balnéaires, les petits restaurants, absolument tout l'environnement. Les saisonniers s'inquiètent aussi de la nouvelle méthode de calcul qui pourrait entraîner une baisse de leur indemnisation. Le gouvernement doit présenter des mesures d'accompagnement prochainement. Place à notre série Contes et légendes du samedi. En Occitanie, 1 fois par an, vous pouvez assister à la fête de l'ours, une course-poursuite entre des villageois et des hommes grimés en ours qui marque l'arrivée du printemps. On vous explique d'où vient cette tradition avec Claire Pin, Françoise Mazou et Thierry Touja. Au cœur de ces montagnes densément boisées du Haut-Val-Espire, on raconte qu'il y a fort longtemps, une bergère aurait été surprise par un ours alors qu'elle veillait sur son troupeau. Prise de panique, la jeune femme s'évanouit. Alors l'ours l'enleva pour en faire sa compagne. Et il est arrivé jusque dans sa tanière, la grotte. Il a déposé la bergère d'un côté et il a pris bien soin de mettre un énorme rocher pour empêcher qu'elle puisse s'enfuir. La bergère, elle s'est mise à crier, et ces hurlements, à Prats-de-Moyaux, les habitants, ils les ont entendus. Ils ont pris des bâtons, ils ont pris des fusils, et ils sont partis chasser l'ours. Après un rude combat, la bergère fut délivrée et la bête capturée. L'ours tondu sur la place publique se retrouva dépouillé de son animalité et accomplit ensuite des services pour le compte des villageois. Une légende qui résonne encore dans cette vallée. Moi, je me souviens ma mère qui m'expliquait quand elle était jeune qu'elle s'enfermait dans le placard de sa chambre, mortifiée de peur. Vous avez déjà attrapé, vous, l'ours? Oh, chaque année. Chaque année, on se fait un plaisir de se laisser attraper aussi. Hein. Car chaque hiver, la légende se mue en fête de l'ours dans 3 villages des Pyrénées-Orientales. Sur les hauteurs de Prats-de-Moyaux-la-Preste, depuis le Fort Lagarde, 3 hommes préparent leur métamorphose. Une toison, un mélange d'huile et de suie, et les voici transformés en bêtes sauvages. Gare aux habitants qui croiseront leur route, s'ils tombent dans leurs griffes, ils se feront mâchurer, c'est-à-dire barbouiller de noir. Cible favorite, les femmes n'hésitent pas à narguer le prédateur. C'est super. J'attendais que ça. Aujourd'hui, c'est le challenge en fait, d'arriver à se faire maquiller. Avant, c'était l'inverse. Aujourd'hui, vu le monde, c'est compliqué. Presque un hommage. C'est ça, oui, une fierté. Et c'est dans nos cœurs. Hein, ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Et voilà, je ne peux pas vous dire beaucoup. Il faut le vivre, il faut le vivre. Inspirée d'une légende, la fête est ainsi devenue tradition. L'ours effraie autant qu'il amuse au moment du carnaval. La fin de son hibernation annonce l'arrivée prochaine du printemps et enracine dans l'imaginaire populaire les légendes locales sur ce territoire catalan
que l'ours a marqué de son empreinte. De la culture dans ce journal avec Nathalie Ether. Bonjour Nathalie. Bonjour Avant Leïla. de revenir ensemble sur les temps forts de la victoire, des victoires de la musique hier, une rencontre avec l'un des piliers du groupe Ministère Amer que l'on retrouve sur les planches. Oui, la pièce s'appelle Un jour j'irai à Détroit, écrite et interprétée par Stomy Bugsy, que nous avons rencontré avec Christophe Vignal et Daniel Fay. Une brasserie sur les grands boulevards, juste en face un théâtre, et chaque soir, 3 comédiens qui racontent une page souvent méconnue de notre histoire. Un soldat français, un autre américain, enfermé dans une prison française en pleine guerre. Je suis Djili Amakombi, tirailleur sénégalais de l'armée française. Bonjour, Stomy Bugsy, merci de nous recevoir. Ici, alors c'est un lieu que vous avez choisi, pourquoi? Le Madeleine, c'est ici que j'écris toutes mes pièces de théâtre avec mon ami David Desclos. On se met au fond là-bas, dans notre repère, là, dans notre sanctuaire. On se sent bien ici. Et le théâtre du gymnase, il est juste en face. Donc on répète là-bas et on écrit ici. On est toujours ici, sur les grands boulevards, voilà. Mon fils, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Une pièce forte qui revient sur le triste sort des tirailleurs sénégalais ayant combattu pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Alors pourquoi elle vous a touché cette histoire? C'est l'injustice et il fallait rendre ces lettres de noblesse à ces tirailleurs sénégalais. Il fallait leur rendre quelque chose. Ils sont tellement humbles, tellement nobles et ils demandent rien. Ils ont fait tellement de choses pour la France et ils ont été pleins, ont été trahis. Alors monter comme ça tous les soirs sur les planches, ça fait quoi? C'est le théâtre. Al Pacino, il dit que le théâtre, c'est être funambule sans filet. Et au théâtre, il n'y a pas de montage. Ça passe ou ça casse. C'est ça qui est excitant. Tout acteur de cinéma doit faire au moins une fois du théâtre. C'est qu'il a tourné dans une vingtaine de films, Stomy Bugsy. Mais au début des années 90, c'est surtout le rap qui l'a fait connaître. Avec le groupe Ministère Amer, provoqueur et très prisé des jeunes. Il continue sa carrière en solo, expérimente le métier d'acteur et devient aussi un ardent défenseur de la cause animale. Récemment, il n'a pas hésité à se mettre en scène pour dénoncer l'élevage intensif. Les acteurs, les artistes, on arrive à toucher les gens. Quand tu arrives à toucher les gens, c'est là que tu arrives à faire changer les choses. Vous nous avez apporté votre objet fétiche. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce bracelet-là, c'est quand j'étais petit avec mon frère Passy du Ministère Amer. Il m'a offert ce bracelet-là et il a été le faire construire au fin fond de son village au Congo. Je porte bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On en vient à présent, Nathalie, aux victoires de la musique. C'était hier soir. Oui, avec au total 28 artistes nommés pour 8 récompenses. Alors, la chanteuse de l'année, eh bien, c'est Clara Luciani, très émue lors de la remise de son prix pour son album Au nom prédestiné, Sainte Victoire. Je vous propose eh bien qu'on en écoute un petit morceau. Et du côté des hommes, Nathalie, le palmarès. Alors, c'est Philippe Catherine qui était effectivement pressenti pour ce prix et qui, comme d'habitude, a fait son show sur scène, toujours aussi excentrique. Son album s'appelle Confession et en voici un petit extrait. Et puis il y a eu également des hommages, notamment un hommage rendu à Maxime Le Forestier. Oui, alors c'est une véritable standing ovation, comme on dit, qui a été offerte hier soir au chanteur. Merci Maxime pour toutes ces chansons qui ont accompagné nos vies. C'était le petit mot de Jean-Jacques Goldman qui a tenu à montrer sa tendresse pour l'artiste qui fêtera cette année ses 71 ans. Et puis moi j'en ai aussi de la tendresse pour un artiste indétrônable. C'est Alain Souchon, récompensé pour Am 50's meilleur album de l'année. Il en est au 10e trophée de sa carrière. On peut commencer à parler d'une collection. Le record n'est pas loin. Pour le plaisir, on regarde un extrait du titre Presque qu'il a interprété hier soir. Les paroles sont signées, c'est important de le mentionner, Édouard Baird. On a presque poussé la porte, presque passé sous le porche, et puis dans la cour fleurie, les mots qu'elle a dit.
Voilà, merci beaucoup Nathalie pour toutes ces belles nouvelles. On passe au sport avec, regardez, la victoire hier soir de Monaco face à Montpellier, 1-0. C'est Islam Slimani qui a inscrit ce but pour l'équipe du Rocher. Monaco se hisse ainsi à la 5e place de Ligue 1. Et puis, cette fois-ci en Ligue 2, lors de la rencontre Orléans-Ajaccio, un but qui va rester dans les mémoires, une frappe qui est partie du milieu de terrain. Elle est signée Gaëtan Courtet qui porte les couleurs corses. La beauté du geste, cela concerne aussi Gaël. Mon fils, le tennisman français, s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Rotterdam. Et il n'a pas hésité à signer quelques jolis coups au cours de cette partie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mais restez avec nous tout de suite, 13h15 le samedi. Laurent Delahousse. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition.